Bienvenue à notre troisième conférence annuelle cette année. Dans des conditions, comme vous les voyez, qui ne sont pas très agréables ni pour vous ni pour les intervenants, mais on essaye de faire notre maximum pour vous faire vivre une journée de débat et d'échange et de partage sur la question du populisme. Merci de nous rejoindre à l'occasion de ce troisième colloque. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur d'inaugurer cette journée d'études alors que nous célébrons également cette année l'anniversaire des 10 ans du Centre arabe de recherche d'études politiques de Doha, notre maison mère. Depuis 10 ans, le Centre arabe, inauguré quelques semaines avant que n'éclatent les prémices des printemps arabes, s'attache en priorité à questionner ces vastes soulèvements populaires qui ont invoqué tour à tour et sous des formes multiples des figures du peuple en lutte contre des dirigeants et des institutions corrompues et despotes. C'est dans le sillage de ce travail de recherche et d'analyse à long terme que s'inscrit le colloque d'aujourd'hui, suivant également l'une des préoccupations principales du CAEP, qui est de permettre de penser de manière comparative les grandes évolutions politiques et sociales qui agitent l'Europe, le Maghreb, le Moyen-Orient, et de faire dialoguer chercheurs arabes et européens. La notion même du populisme a fait l'objet d'un vif débat au cours des dernières années, qui a vu s'affronter théoriciens et politologues autour de la question de savoir s'il pouvait s'agir, en l'occurrence, d'autre chose que d'une stigmate, qu'une maladie de la démocratie ou de la représentation, et s'il y avait, si je puis dire, quelque chose à sauver dans le populisme, s'il y avait là ou non un moyen de repenser la démocratie. Il n'est pas véritablement question ici de rentrer d'emblée dans de tels débats, sans qu'il soit bien sûr pour autant question de contourner une telle problématique ou les enjeux qu'elle soulève. Mais l'objet de cette journée d'études en tant que telle est d'abord de penser le populisme dans ses transformations contemporaines et ses manifestations régionales, pour nous permettre de dégager les éléments possibles d'une réflexion comparative sur les phénomènes à l'œuvre en Europe et dans le monde arabe et leur révolution. À ce titre, nous aborderons au cours de cette journée les questions successives suivantes. Première, des transformations des mouvements populistes dans le débat inaugural. Seconde, nous tenterons ensuite de dresser un état des lieux, des formes et des acteurs du populisme en arabe et dans le monde arabe, dans la première session. Dans la deuxième session, pour interroger ensuite les rapports entretenus par les populismes avec les mouvements révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Dans la troisième session, nous allons évoquer les rapports entre populisme et crise de l'État-nation. La quatrième session va traiter entre populisme et médias, avant de finir sur un panorama historique qui nous sera dressé par Henri Laurence. J'ai donc l'honneur et le plaisir de recevoir pour ce débat inaugural messieurs Azmi Bishara, Pierre-Rosin Vallon et Bertrand Badi. Monsieur Azmi Bishara est chercheur et écrivain, a à son actif de nombreux ouvrages et articles de recherche sur la philosophie, la pensée politique et la théorie sociale, ensuite de plusieurs travaux littéraires. Après un doctorat en philosophie obtenu à l'université Humboldt à Berlin, il a occupé le poste de professeur de philosophie et d'histoire de la pensée politique à l'université de Birzeit.
Il est aussi l'un des fondateurs de Mouaten, l'Institut palestinien pour l'étude et la démocratie, et de Je ne sais pas Mada ce qui c'est. Al-Karmel, Centre arabe de recherche sociale et appliquée. Azmi Bishara est le fondateur de l'Assemblée nationale démocratique Balad, un parti arabo-palestinien à l'intérieur de la ligne verte. Depuis 2007, il est installé à Doha et il a créé et fondé le Centre arabe de recherche et d'études politiques en 2011. Monsieur Pierre-Rosin Vallon est un historien et sociologue français. Ses travaux portent principalement sur l'histoire de la démocratie et du modèle politique français, et sur le rôle de l'État et la question de la justice sociale dans les sociétés contemporaines. Il occupe depuis 2001 la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, tout en demeurant directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est le créateur de la République des idées en 2002 qu'il préside. À partir d'octobre 2007, il dirige le site internet La Vie des idées, qui publie des chroniques et essais contribuant au débat d'idées dans de nombreuses disciplines. Monsieur Bertrand Badi est un politiste spécialiste des relations internationales. Depuis octobre 1990, il est professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris et professeur émérite depuis septembre 2018. Vice-président de l'Association internationale de sciences politiques entre 2006 et 2009, il a également présidé le conseil scientifique de l'Institut français du Proche-Orient, IFPO, puis le jury du concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur en sciences politiques. Il a été de 1994 à 2003 directeur des presses de sciences politiques. Aussi, et c'est à notre honneur, il est vice-président du conseil d'administration du CAREP de Paris. Merci à vous trois d'être avec nous dans ce débat inaugural. Je vais vous poser deux questions pour animer le débat. La première question concerne la définition. Définir ce qui est le populisme n'est pas une entreprise facile. Le terme est lui-même polémique. Faut-il parler du populisme au singulier ou au pluriel? Les populismes d'hier nous permettent-ils d'appréhender encore le populisme ou les populismes d'aujourd'hui? Il semble qu'un consensus sur ce sujet fait défaut dans la communauté dans la communauté des chercheurs. Il nous a donc semblé important dans ce colloque de confronter dès ce premier débat les différentes interprétations dont peut revêtir ce concept. Monsieur Rosin-Vallon, qu'est-ce que le populisme selon vous? On peut dire effectivement que le populisme est un mot en caoutchouc, c'est-à-dire qu'il y a presque autant de définitions du populisme qu'il y a de personnes qui écrivent sur le populisme. Et puis il y a des usages positifs, il y a aussi des usages polémiques du terme de populisme. Je crois que l'on peut pourtant donner un certain nombre de définitions qui clarifient ce terme de populisme. Le terme de populisme, en effet, renvoie à trois choses différentes. Il renvoie d'abord à un phénomène électoral que l'on a pu repérer notamment à partir de la fin du XXe siècle en Europe. C'est l'apparition d'un certain type de partis politiques, de forces politiques qui bouleversaient en quelque sorte l'organisation traditionnelle des débats politiques et de la structure des partis politiques. Des partis qui se réclamaient comme étant au-delà de la différence entre la droite et la gauche, alors que ça avait été la grande différence organisatrice des partis politiques, et qui proposaient une rénovation sur la base d'une rupture avec l'organisation politique existante. Donc, des mouvements et des partis caractérisés par une forme de dégagisme. Donc, c'était, pourrait-on dire, une résurrection
du terme de populisme qui lui-même a une longue histoire, puisqu'il était utilisé aussi bien en littérature en France pour qualifier un certain type de littérature s'intéressant à la vie du peuple des années 1830, il avait été utilisé pour parler d'un certain nombre de réalisations ou de projets politiques aux États-Unis ou bien encore en Russie au XIXe siècle et bien sûr également en Amérique latine à partir des années 1930-40 avec ce que sera l'œuvre de Gaitán en Colombie et celle de Perón en Argentine. Donc on peut dire qu'il y a eu un retour de ce terme de populisme qui avait une longue existence, mais il a eu un retour et qu'il a redéfini d'une certaine façon. Je crois qu'on peut ensuite définir le populisme à la fois comme une idéologie politique cohérente. Et donc là, je marque fortement la différence avec tous ceux qui ne voient dans le populisme qu'un mouvement réactif, qu'une sorte de symptôme de critique. Non, il y a, me semble-t-il, une idéologie positive que l'on peut très bien décrire dans le populisme. Et puis, il y a aussi des pratiques de gouvernement, des régimes populistes que l'on peut aussi caractériser. L'idéologie politique, elle se caractérise, me semble-t-il, par quatre choses. D'abord, c'est une vision de la légitimité et de l'expression démocratique. Cette vision de la légitimité démocratique, elle remet au centre de la vie démocratique l'élection pour critiquer les institutions qui sont des institutions indépendantes ou qui sont des institutions qui n'ont pas de fondement électoral. Donc, il y a dans toute l'idéologie populiste, malgré toutes les différences que l'on peut repérer, une même critique des autorités indépendantes, une même critique des cours constitutionnels et une même aspiration, non pas à ce que j'appellerais une démocratie directe, mais une démocratie immédiate, avec ce qui s'accompagne aussi d'une certaine, je dirais, sacralisation du référendum comme forme politique reine de l'expression démocratique. Donc, il y a cette première vision d'une démocratie immédiate, ce qui est différent, donc je répète, d'une démocratie directe, et des modes de production de la légitimité. Donc, si la démocratie traditionnellement a été définie à la fois comme le régime du suffrage universel et l'état de droit, the rule of law, eh bien, on mettra l'accent principalement sur cette expression du suffrage universel comme le cœur de la vie démocratique. Il y a deuxièmement une certaine vision de la représentation politique, parce que le développement du populisme est lié pourrait-on dire, d'une critique des démocraties représentatives existantes. On leur reproche de ne plus être véritablement représentatives, les partis politiques se sont bureaucratisés, se sont éloignés de la société, et donc ils n'ont plus ce rôle de représentation de la société. Et pour dépasser ces dysfonctionnements démocratiques, la plupart des régimes, des mouvements populistes vont proposer une représentation qui reposera sur le principe de l'incarnation. Et donc, c'est la figure du leader qui va véritablement être la représentation de la société, la société se retrouvant dans cette figure. Et effectivement, il n'y a pas de mouvement ou de parti populiste important sans une figure de leader importante. Il n'y a pas de populisme anonyme. Il y a toujours un populisme qui se manifeste de façon incarnée. Ce qui va de pair avec cette vision de la représentation par l'incarnation, c'est le fait que les partis populistes sont des partis très différents des partis politiques traditionnels. Un parti politique traditionnel, c'est l'association de tout un ensemble de citoyens qui considèrent qu'ils ont soit les mêmes opinions, soit les mêmes intérêts, et qui, à partir de cette communauté d'opinions et d'intérêts, vont discuter d'un programme politique et vont élire des dirigeants politiques. Donc, les partis traditionnels, dans leurs principes, fonctionnent de bas en haut. Alors qu'au contraire, je dirais, dans les mouvements populistes, ce ne sont pas des partis de ce type-là, on va aller de haut en bas, c'est-à-dire que ça va être une politique de l'offre politique qui va être faite, et donc il n'y a pas de démocratie interne dans les mouvements populistes.
En France, par exemple, il est caractéristique que ce soit les insoumis de Mélenchon ou le parti de Marine Le Pen, et même par certains aspects aussi la République en marche, il n'y a pas de congrès. Il n'y a pas de militants qui décident, qui élisent des organes internes. Il y a le chef, le responsable, qui donne une ligne que l'on est amené à suivre. Ça, c'est une deuxième caractéristique, à côté du mode conception de la légitimité et de l'expression démocratique, une certaine vision de la représentation. Une troisième caractéristique de l'idéologie démocratique, c'est qu'elle veut redonner un sens à la notion de souveraineté, en disant que dans le monde moderne, la souveraineté politique, l'expression de la volonté du peuple, est en permanence, d'une certaine matière, étouffée par l'économie de marché, est étouffée par la mondialisation. Donc, ce qui gouverne dans le monde moderne, ce sont des forces anonymes et non pas la volonté du peuple. Donc, pour refonder la souveraineté, il faut, pour reprendre le contrôle, pour reprendre cette expression qui était celle de la campagne du Brexit, to take back control, pour reprendre contrôle, eh bien, il faut développer des pratiques du protectionnisme. Donc, il y a une économie politique aussi du populisme, de l'idéologie populiste, qui dit qu'il faut reprendre contrôle sur l'économie. Comment? À travers le protectionnisme. Et le protectionnisme est le moyen de reprendre le pouvoir. Il y a enfin une sociologie de cette idéologie, qui est une vision de la société dont on présuppose l'unité. La société, c'est le peuple. Ce peuple, il est nécessairement uni. Il est uni et en quelque sorte, il est empêché d'exister et de s'exprimer par des petits groupes qu'on peut appeler des classes dominantes, des oligarchies, des élites, qui peuvent appartenir à des mondes économiques, à des mondes intellectuels, à des mondes aussi sociaux ou même internationaux. Et donc, de ce point de vue-là, alors que toute la politique traditionnelle reposait sur la reconnaissance des conflits d'opinion, des conflits d'intérêts. Après tout, les partis politiques, ils sont nés de la reconnaissance que la société était structurée par des classes sociales. Donc, il y a eu des partis qui ont représenté les ouvriers, il y a eu des partis qui ont représenté les commerçants, il y a eu des partis qui ont représenté les paysans. Si on regarde encore aujourd'hui la structure des partis en Europe, on représente des groupes politiques, des groupes sociaux. On représente aussi des idées. Il y a toujours des partis chrétiens, par exemple, en Europe, comme il y a eu des partis catholiques et des partis protestants, notamment dans les pays d'Europe du Nord, et c'est toujours le cas en Belgique ou aux Pays-Bas, ou des partis laïcs. Donc, on partait du principe que le but de la démocratie, c'était d'organiser les différences et de les faire discuter entre elles et d'amener leurs possibilités de négociation. Alors que là, il y a la présupposition qu'il y a une unité. Et cette unité qui représente une vision sociologique, elle repose aussi sur une vision morale. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un peuple qui représente en quelque sorte la vérité de la société, et puis de l'autre côté, ceux qui sont les ennemis de la société. Donc, la politique va être un combat entre les amis et les ennemis du peuple. Donc, c'est tout différent qu'une vision des antagonismes politiques comme étant des antagonismes d'idées ou comme étant des antagonismes sociaux. Tout cela montre, me semble-t-il, qu'il y a une idéologie qui est vraiment structurée. Je crois qu'il faut considérer le populisme non pas simplement comme un mouvement de réaction et non pas simplement comme on a été tenté de le faire il y a une trentaine d'années, de dire que c'était une fine idéologie, c'est-à-dire une idéologie faible. Non, c'est une idéologie très puissante, très structurée, et même si elle a trouvé peu d'expression, puisqu'au fond, le seul grand livre qui ait essayé de faire une théorie générale du populisme du point de vue des mouvements populistes, c'était le livre d'Ernesto Laclau sur la raison populiste. Donc, il manquait, c'est pour ça que moi j'ai essayé d'écrire ce livre sur le siècle du populisme, pour faire en quelque sorte cette théorie manquante, mais dire qu'il y a un phénomène structuré veut dire que c'est un idéal type, ce n'est pas un modèle.
parce qu'effectivement, les histoires des différents populismes, ce sera discuté plus tard dans le colloque, elles sont très différentes. Donc, il y a à la fois une diversité des modèles, mais une unité de l'idéal type. Il y a enfin, et je termine très rapidement par cela, il y a des pratiques de gouvernement qui sont très communes au régime populiste, non plus au mouvement, mais quand les populistes arrivent au pouvoir, ils forment un régime. Les deux grandes caractéristiques, premièrement, c'est un gouvernement dont un discours du pouvoir qui est d'abord un discours de l'émotion, qui est un discours de la légitimité morale, qui est un discours de l'émotion et non pas un discours de l'intérêt et non pas un discours de la raison. Ça, c'est une grande caractéristique. Et une deuxième grande caractéristique des régimes populistes, c'est une tendance à désinstitutionnaliser la politique. Comment désinstitutionnaliser la politique? C'est dire qu'au fond, la démocratie, elle repose seulement et essentiellement sur ce face-à-face entre le leader et puis la société et le peuple, et donc que tous les corps intermédiaires sont en quelque sorte des obstacles. Et donc, il faut mettre au pas les juges, et on parle pour cela de gouvernement des juges, il faut mettre au pas les cours constitutionnels, il faut supprimer les autorités indépendantes. Ça, c'est un trait commun que l'on voit en Europe, aussi bien en Pologne qu'en Hongrie, qu'en Russie, par exemple. C'est un trait commun aussi à des régimes latino-américains. Donc, cette volonté de désinstitutionnaliser la politique, elle est très importante à travers ce projet de suppression des corps intermédiaires, mais aussi à travers une vision morale, où qu'au-delà des institutions, la démocratie, c'est une morale du rapport au peuple, et une morale dont, évidemment, c'est le chef qui est à la fois l'expression et le juge. Cette désinstitutionnalisation, elle se traduit aussi, et je termine par cela, elle se termine par une tendance à considérer que le fait d'être propriétaire, en quelque sorte, de la légitimité morale, de la légitimité politique, eh bien, doit autoriser ces régimes à trouver les moyens de pouvoir se perpétuer. Et donc, il y a une tendance permanente dans les régimes populistes à trouver le moyen de pouvoir mettre en place des formes de réélection indéfinies. Poutine y a réussi récemment, mais vous savez, c'est un grand débat aussi bien en Bolivie que cela a été en Équateur ou que ça l'a été au Venezuela, bien sûr. Et on peut même dire que Trump, quand Trump disait dès 2016 qu'il ne pouvait perdre que si les élections étaient volées, c'était de dire qu'il était titulaire d'une légitimité supérieure, celle du vrai peuple, et que les institutions étaient en quelque sorte secondarisées. Alors la démocratie américaine, heureusement, a été plus forte que cela, mais on a vu même à travers cette théorie, ce discours de Trump sur les élections volées, le reflet de cette tendance générale de tous les régimes populistes à trouver le moyen de pouvoir perpétuer leur pouvoir en le justifiant d'une certaine façon par leur supériorité morale, par la vérité du fait qu'ils sont eux-mêmes les représentants authentiques et éternels du peuple. Donc vous voyez que de ces trois points de vue-là, il y a trois façons d'aborder le populisme comme un phénomène électoral qui était très important, mais ça n'est pas seulement ça, parce que là, ce serait simplement un symptôme parmi d'autres, et on verrait que ce populisme n'a rien à voir avec ce que sont des vraies révoltes populaires, comme celle qu'il y a eu, me semble-t-il, dans les pays arabes, ou la révolution orange. Je crois que c'est un des thèmes du colloque, donc on y reviendra. Mais il est une véritable idéologie et une véritable conception du gouvernement. Merci beaucoup, M. Rosanvallon. M. Badi, vous avez analysé ce phénomène dans sa dimension mondialisée. Comment définissez-vous les nouvelles formes populistes? Ont-elles encore quelque chose à voir avec les premières vagues, c'est-à-dire le populisme américain des années 1890, le boulanger français, etc.? Merci Salam de cette invitation et je salue les auditeurs du CAREP auxquels je suis, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, très attaché, et je salue également les deux participants à cette table ronde. Alors, c'est pas facile de parler du populisme parce que il n'y a pas véritablement de consensus dans la communauté scientifique. Et pourquoi il n'y a pas de consensus? Eh bien,
comme c'est bien souvent le cas lorsque un phénomène et une dénomination se trouvent à la croisée de la science, de l'action et de la polémique. Populiste, c'est une injure et ça veut être aussi un concept scientifique. Donc on comprend à travers cette tension l'extraordinaire difficulté de procéder. Alors, je ne suis pas d'accord avec Pierre Rosanvallon quand il parle de doctrine populiste. Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idéologie populiste parce qu'il n'y a rien de commun entre Ahmad Sékou Touré, Abdelkarim Qassem, Gamal Abdel Nasser, ou de nos jours Recep Tayyip Erdogan, autrefois Mohamed Mossadegh et Le Pen, Mélenchon, Péronne. Je veux dire, la gamme est telle que, évidemment, il est impossible, sauf de réduire à un espace cohérent comme paraît celui des démocraties occidentales. Mais justement, le problème du populisme, c'est qu'il s'attaque autant au régime démocratique qu'au régime autoritaire. Et en tous les cas, qu'il s'épanouit dans les deux types de régimes. Il n'y a pas de politique publique populiste, parce que si on regarde les politiques produites par des gouvernements d'inspiration populiste, ça va de l'ultralibéralisme à la Bolsonaro, si vous voulez, à un interventionnisme à la Péronne, par exemple, qui nous place là aussi en situation de grand écart. Alors, comment faire? Il ne faut pas abandonner la piste, bien entendu, car elle est intéressante. Il faut faire comme souvent en sciences sociales, lorsqu'on est confronté à un tel fouillis, un tel méli-mélo, essayer de trouver un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, je pense qu'il n'est trouvable ni dans l'analyse des comportements politiques, ni dans l'analyse des idéologies et des doctrines, ni dans l'analyse des politiques publiques, mais dans l'analyse des situations. Et je dirais qu'il n'y a pas d'idéologie ni de politique populiste, mais il y a des situations populistes. Et je propose de partir de cette idée de situation populiste qui renvoie alors à des choses qui sont vraiment communes à tous les mouvements et à toutes les expressions que j'ai énumérées tout à l'heure. Qu'est-ce qui est au cœur de cette situation populiste? C'est une grave crise de confiance dans les institutions et dans le personnel qui les porte. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Vous parliez, Salam, de l'histoire. Vous retrouvez ça avec Boulanger, vous trouvez ça avec Bryan, qui a été à la fin du 19e siècle le premier leader populiste américain, bien avant Trump. Vous le retrouvez dans les populistes d'Amérique latine, dans les populismes post-indépendantistes d'Afrique ou du Moyen-Orient, et puis dans les populistes aussi, tels qu'ils se développent aujourd'hui, hier ou avant-hier, en Europe occidentale. Qu'est-ce qu'il y a à la base de cette crise de confiance? Et vous voyez, le mot confiance en sciences politiques n'est pas un mot suffisamment travaillé, parce que confiance, c'est ce qui fait le lien entre gouvernants et gouvernés. Quand il n'y a plus de confiance, quand il n'y a plus d'adhésion aux institutions et à ceux qui les portent, eh bien, on est dans une situation populiste. Qu'est-ce que ça veut dire? On reprend l'étymologie du terme. Quand on ne croit plus aux institutions, il ne reste plus que le peuple dans son rapport direct avec le leader, effectivement, qui incarne ce mouvement, ou avec les situations qu'il faut savoir gérer à ce moment-là directement. Essayons de creuser cette idée que, en tant que durkheimien, je rapprocherai de l'idée de pathologie sociale. Essayons de creuser cette idée de crise de confiance. La crise de confiance, elle a en quelque sorte deux aspects. C'est soit une crise de légitimité, c'est-à-dire les institutions telles qu'elles sont là nous sont étrangères, on ne les croit ni justes, ni bonnes, ni conformes à la culture, c'est-à-dire que cette légitimité vient pointer trois éléments, et pour l'étude du monde arabe, c'est absolument fondamental, trois éléments qui les disqualifient aux yeux du peuple. Premièrement, leur extranéité, c'est-à-dire, moi, ces institutions, je ne les comprends pas, c'est l'État importé. Et s'il y a eu une telle vague populiste en Afrique et au Moyen-Orient après la grande vague des indépendances, c'est parce que les institutions n'étaient pas crédibles, elles n'avaient pas de légitimité sociale, elles étaient même incompréhensibles par la population. Donc, elles étaient faibles, elles n'étaient pas obéies.
Le deuxième élément, c'est l'exclusion. C'est-à-dire, ces institutions, elles sont peut-être bonnes, elles sont peut-être bien fabriquées, mais elles nous placent en dehors. Et ça, c'est quelque chose qu'on entendait dans les rues françaises au moment du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, nous, on ne compte pas, on compte pour du beurre, on est exclu par ces institutions. Et puis, il y a une troisième incarnation, moi, à laquelle je tiens beaucoup, j'ai consacré un livre, qui est l'humiliation. C'est-à-dire, ces institutions, en fait, de nous représenter, de nous porter, elles nous écrasent, elles nous humilient. C'est le fameux Hogra qu'on entendait dans les rues d'Alger, qu'on entend toujours dans les rues d'Alger, mais c'est aussi quantité de formes. Dans les cortèges libanais, on entend ça, dans les cortèges à Bagdad, à Basra, on entendait ça, c'est-à-dire, mais nous sommes humiliés par ces institutions. Donc, nous devons reprendre l'avantage et l'ascendant sur ces institutions. Et puis, le deuxième aspect de cette crise de confiance dans les institutions, c'est leur inefficacité. C'est-à-dire, non seulement elles ne sont pas légitimes, mais elles ne nous servent à rien, elles ne nous protègent pas. Elles ne nous protègent pas. Alors, sur le plan socio-économique, et c'est là que se fait la jonction entre l'essor des situations populistes et les crises économiques et sociales, ceci était particulièrement remarquable pendant l'entre-deux-guerres, mais c'était aussi remarquable aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, où le populisme avait été activé par cet essor fulgurant de l'économie bancaire aux États-Unis, qui faisait que les petits paysans, qui étaient la clientèle de ce nouveau populisme, étaient complètement écrasés. Et maintenant, si vous regardez les électeurs de Trump, que disent-ils? Ils disent on s'est fait avoir par la mondialisation. Donc les institutions américaines, si fortes, celles de la superpuissance, ne nous protègent pas du tout. Donc, ces institutions, elles sont en même temps dénoncées comme illégitimes et inefficaces. Alors, quand on a en même temps de l'illégitimité et de l'inefficacité, on le voit d'abord dans la traduction du phénomène dans les sondages. Regardez dans le monde en général, mais contentons-nous de l'Europe occidentale, parce que là, les sondages sont peut-être plus fiables, le niveau de confiance et de crédibilité des institutions est pathologiquement bas. Donc, on est dans une situation populiste. On n'est pas dans un gouvernement populiste, même si M. Macron a des réflexes populistes probablement pour courir après ce mouvement. On n'est pas dans un régime ni dans une doctrine populiste, mais on est dans une situation populiste. C'est-à-dire, les institutions ne peuvent plus travailler parce qu'elles n'ont plus la confiance et elles sont considérées comme inefficaces. Alors, je termine en disant qu'il y a eu des étapes dans tout cela. Effectivement, le premier populisme, celui de la fin du XIXe siècle, était surtout activé par une industrialisation très active qui très vite a complètement bouleversé les structures sociales. Donc ceux qui en étaient victimes avaient peur et dénonçaient des institutions qui en étaient à l'origine. On retrouve également les traces de cette pression économique, je l'ai dit tout à l'heure, dans la situation d'entre-deux-guerres, liée notamment, mais pas seulement, à la crise de 29. Puis vous avez des situations où c'est plutôt le facteur politique qui l'emporte. La grande vague de populisme qui est intéressante parce qu'elle a épargné l'Europe occidentale au lendemain de la guerre, mais elle s'est étendue surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Parce que là, c'était effectivement la décolonisation ratée, l'échec de la décolonisation qui avait provoqué l'explosion. Maintenant, avec la quatrième vague populiste, celle d'aujourd'hui en quelque sorte, on découvre quelque chose d'extrêmement important qui est la mondialisation, c'est-à-dire la critique des institutions, de leur illégitimité et de leur inefficacité est directement liée à une mondialisation qui vient broyer toute une population qui du coup se sent otage, prisonnière, victime d'une mondialisation néolibérale, et ceci est très unificateur des slogans, parce que regardez le mouvement qui s'est développé dès le début de 2019 au Soudan, Khartoum notamment, il partait de quoi? Il partait d'une libéralisation du prix du pain. Tiens, ben justement, inscription dans le néolibéralisme mondial. L'étincelle qui a fait exploser la vague populiste au Liban, c'est l'augmentation des taxes sur WhatsApp.
L'explosion populiste en Iran en novembre 19, c'était le renchérissement du prix du pétrole. Et aux États-Unis comme en France, c'est l'obsession d'une mondialisation broyante, d'une mondialisation écrasante qui vient en quelque sorte façonner ce nouveau discours populiste. Alors voilà où on en est, cher Salam. C'est pas commode de se retrouver dans tout ça, mais quand même, je pense que le grand dénominateur commun, le seul qui me paraisse crédible, c'est une situation de décalage entre les institutions d'une part et le peuple d'autre part. Ce genre de décalage, c'est un risque que les gouvernants ne doivent pas prendre parce qu'ils enclenchent alors ce que Maître Durkheim appellerait une grave pathologie sociale. On est en plein dedans. Merci beaucoup, M. Badi. دكتور عزمي بشارة، الشعبوية تبدو اليوم كظاهرة معولمة من دوتويت في الفلبين مرورا بشعبوية الدولة كما في روسيا، ووصولا إلى ترامب والترامبية التي يبدو بأنها ستستمر بعد خروجه من البيت الأبيض. هل يمكننا الحديث والحال كهذه عن الشعبوية بالمفرد؟ شكرا جزيلا. استمتعت أيضا بإجابات الزملاء من باريس. يسعدني أيضا أن المركز العربي للأبحاث ترجم كتاب لبرتراند بادي، ويترجم الآن كتاب أعتقد كتابه حول الشعبوية، كتاب روزنفالون حول الشعبوية. استمتعت أيضا بإجاباتهما. يعني الحقيقة أتفق مع جزء كبير مما قاله، ولكن طبعا أختلف مع جزء آخر. الحقيقة كإجابة على سؤالك، في خلال إجابتي على سؤالك سيتبين أيضا الفرق في رؤيتي للشعبوية عما قاله، لأني أعتقد أنه حتى نستطيع أن نعمم، أن نستخدم مصطلح شعبوية في وصف ظواهر مختلفة، يجب أن يكون شيء مشترك في النهاية، شيء مشترك بين ظواهر مختلفة. أولا نحن نطلق هذا المصطلح على حركات، على تيارات سياسية، وليس بالضرورة خلافا لما قاله الزميل المحترم الدكتور بادي على أوضاع اجتماعية. طبعا لجميع كسبب عندما نحلل أسباب الشعبوية نتطرق إلى أوضاع اجتماعية مختلفة، وهي مختلفة على فكرة وليست نفسها. يعني الأوضاع الاجتماعية التي تؤدي إلى الشعبوية في فرنسا والولايات المتحدة مختلفة عن الأوضاع الاجتماعية التي أدت إلى الشعبوية في العالم الثالث، مثلا في مصر كما ذكر، أو في أمريكا اللاتينية حيث استخدمت الكلمة كثيرا في الستينات، في نهاية الخمسينات وبداية الستينات. عندما نستخدم مصطلح الشعبوية يفترض أننا نعتقد وجود أشياء مشتركة، شيء ما مشترك بين كل هذه الحركات. وأتحدث عن مصطلح وليس عن مفهوم. يعني لا أعتقد أن الشعبوية تبلورت كمفهوم إلا في وصف الحركات الشعبوية في الديمقراطيات، وسأقول ده لماذا. أما الشعبوية فمصطلح كمصطلح كتجريد، يعني كتيرم بالإنجليزية تيرم، نستخدمه في وصف مجموعة حركات لا شك أن في بينها شيء مشترك. ما هو هذا المشترك؟ هل هو أيديولوجيا؟ أنا برأيي لا، ليس أيديولوجيا. وإذا كان أيديولوجيا فهو أيديولوجيا ضامرة جدا، يعني عناصر الأيديولوجيا فيه ضامرة جدا، very thin. والمشترك الذي نتحدث عنه أنا بعتقد هو مشترك في الاستراتيجيات، في الأساليب، وفي الخطاب السياسي. نحن نتحدث عن خطاب سياسي شعبوي، عن استراتيجيات شعبوية، عن أساليب شعبوية عادة للنخب وليس لأوساط شعبية. يعني التناقض الشعبوي الكبير أن من يتبنى استراتيجية شعبوية وخطاب شعبوي هو عادة النخب وليس الشعب، يعني وليس الشعب الذي يتحدثون باسمه. لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن شعب شعبوي، نحن نتحدث عن نخب شعبوية في الواقع، عن تيارات سياسية شعبوية، عن تيارات منظمة شعبوية، ولا نتحدث عن شعب شعبوي. هذا التناقض الكبير في مفهوم الشعبوي. الآن في رأيي إذا كان هنالك مسلمات ضامرة قليلة بين كل هذه التيارات الشعبوية، ممكن أن نبدأ حتى بأرسطو الذي استخدم كلمة ديماغوجيا واعتبرها نظام، على فكرة اعتبرها نظام هي للديمقراطية مثل ما الطغيان للملكية. يعني هي أسوأ أشكال الديمقراطية عندما تدهور الديمقراطية ويبدأ الناس بالاعتقاد أن
المساواة في الحرية، ما يسميه المساواة في الحرية يعني غير العبودية، مساواة المواطنين في الحرية، يجب أن تكون مساواة مطلقة في كل شيء. هذا طبعا تفسيره ورأيه، لكن هذه المحاولة كانت مبكرة جدا في طرح عنصر أنا بعتقد ما زال يرافقنا إلى حد بعيد. ما هو هذا العنصر؟ برأيي العنصر كما سميت ضامر المشترك بين كل هذه الحركات هو خيرية الشعب، الاعتقاد أن الشعب، أولا أن الشعب هو شيء متجانس موحد بحيث يمكن النطق باسمه بدون تعددية، بدون انتخابات، بدون مؤسسات. يعني هو كتلة متجانسة يمكن لأي إنسان أن يقول نحن باسمها، أن يتحدث باسمها ويستخدم كلمة نحن، وهذا ظاهرة منتشرة باسم الشعب كأنه كتلة هلامية متجانسة غير متمايزة داخليا، غير متمفصلة داخليا، في مقابل نخب فاسدة سيئة. هنالك شعب خير وطيب في مقابل نخب أو الآخر، في هذه الحالة نخب فاسدة، في بعض الحالات شعوب أخرى أو مهاجرين أو لاجئين، ولكن عموما ضد النخب وضد المؤسسة الحاكمة. هذا الاعتقاد في أن الشعب هو الخير في مقابل الآخر وهو النخب، المؤسسات الحاكم هو الشر، هو باعتقاد العنصر الرئيسي في هذا. يعني هذا الإطلاق في هذا الموضوع. هذا العنصر إذا شاء الدكتور روزنفلون بعتقد هذا العنصر الأيديولوجي الضامر الوحيد في بينها. فيما عدا ذلك نحن نتحدث عن استراتيجيات وخطاب سياسي، وهو كما يعني أنا أعود إلى سؤالك، تحدثت عن كوني وعن هل هنالك شيء كوني أم شعبويات. بالحقيقة هنالك شعبويات طبعا، لكن إذا تحدثنا مثلا عن الشعبوية التي كثر الحديث عنها في العلوم السياسية في الخمسينات والستينات، وسميت أيضا أنظمة شعبوية في العالم الثالث، التي استخدمت إعادة الثقة للشعب بنفسه، عظمة الشعب، كبرياء الشعب بتقاليده، إحياء تقاليد الشعب، عموما الاحتفاء بالريفية، الاحتفاء بالفلكلور، إما ضد الاستعمار أو ضد النخب الليبرالية التي ورثت الاستعمار في غياب حركة تحرر وطني. يعني غالبية من ذكرهم الدكتور بدي مثل عبد الناصر أو بعض أو بيرون أو في الأرجنتين أو آخرين، عمليا الشعب ضد النخب الليبرالية التي ورثت الاستعمار في حالة. وطبعا الحديث باسم الشعب الطيب الخير الكذا الذي حرم من تراثه ومن سيطرته على الثروات وصنع القرار يتحول لاحقا إلى نظام شعبوي. بالإمكان في العالم الثالث بعتقد بسهولة التمييز بين أنظمة شعبوية وأنظمة غير شعبوية. حتى في العالم العربي الآن كان بإمكاننا على الأقل حتى الثورات العربية أن نميز بين نظام جمهوري شعبوي مثل نظام القذافي ونظام عبد الناصر إلى حد ما وبعض حالات البعث، وبين الأنظمة النخبوية الملكية التي من البداية تفترض وجود حاكم ومحكوم ولا تدعي أن تتحدث باسم الشعب. يعني لا يدعي الملوك في العالم العربي وفي غيرها أنهم يتحدثون باسم الشعب، ولا أن شرعيتهم تنبع من الشعب، ولا يعني لا يعتقدون أنهم طبعا شرعيتهم تعتقد تشتق من سلالة حاكمة مثلا أو من شرعية إلهية أو غيره، ولكن ليس من الشعب. لكن من الصعب في العالم الثالث في دولنا أن نميز بين حركات معارضة شعبوية وغير شعبوية. هذا التمييز صعب. يعني إذا وضعت جانبا الليبراليين وهم قلة في كل المعارضات في العالم الثالث، غالبا ما تنبع الحركات الليبرالية من داخل الأنظمة، غالبا ما تأتي كتيارات إصلاحية من داخل الأنظمة ولا تشكل معارضات شعبية ليبرالية. غالبية الحركات المعارضة للدكتاتوريات وللأنظمة السلطوية في العالم الثالث تستخدم الخطاب الشعبوي، سواء كانت قومية أو ماركسية أو دينية. كل المعارضات تستخدم خطابا شعبويا في رفضها للنظام الحاكم. ولذلك شعبويات مختلفة تستخدم أيديولوجيات مختلفة
ومن الصعب التمييز بين ما هو شعبي وغير شعبي في معارضة نظام سلطوي. أما إذا جئت للأنظمة الديمقراطية الليبرالية، حيث في رأيي يبدأ المصطلح تيرم بالتحول إلى مفهوم. إذا أردت أن أستخدم منهجا هيجليا في التحليل، تطور الظاهرة مثل تطور اللفظ مصطلح إلى مفهوم. مفهوم معنى متشكل متمايز داخليا يعيد إنتاج الظاهرة. نجدها في حالتها الناضجة أعتقد في معارضة الديمقراطية الليبرالية. في معارضة الديمقراطية الليبرالية بوجود نخب مؤسسات، حين يتجسد مبدأ الحرية ومبدأ المساواة، الشعبوية تظهر بكل وضوح في معارضة هذا النمط، في معارضة مثل ما قال الدكتور روزنفلون، في معارضة المؤسسات، في معارضة أي وسيط، أي حالة وسيطة بين الشعب، بين الحاكم والمحكوم، رفض المؤسسات الوسيطة وهي أساس الحوار العقلاني، رفض الأحزاب التقليدية طبعا، رفض البرلمانات، رفض المؤسسات غير المنتخبة مثل المحاكم العليا والى آخره، وأيضا رفض النخب التي تراقب هذه العملية كلها، النخب الثقافية الليبرالية، أو حتى إلى حد ما الإعلام المسؤول، واعتبار الإعلام، وهذا يصبح أكثر احتمالا في ظروف وسائل التواصل الاجتماعي الحالية التي تتيح التعبير المباشر بدون تحرير، بدون مسؤولية إلى آخره. هذا يصبح أكثر سهولة. أعتقد أنه التجسد الأكثر نضجا، الأكثر وضوحا، المهيكل بشكل أكثر باستخدام تعابير الزملاء، هو الشعبوية في مواجهة الديمقراطية الليبرالية في الغرب، ولذلك أيضا هي التي تلفت انتباهنا أكثر ما تلفت، وواضح أنها تقوم، تنشأ، تزدهر على خلفية أزمات الديمقراطية الليبرالية. هلا أنا عندي فرضية أنه الديمقراطية الليبرالية تعيش أزمة دائمة ناتجة عن التوتر بين عنصر المساواة وعنصر الحرية، بين عنصر المشاركة السياسية وضبط هذه المشاركة السياسية بواسطة المبادئ الليبرالية، ضبط المشاركة السياسية، ضبط الأغلبية بالمبادئ الليبرالية التي تمثلها المحاكم، تمثلها النخب الليبرالية. هذا التوتر باعتقادي مصدر أزمة دائمة. أنا أقول أزمة دائمة هي هذه الأزمة بالمعنى الإيجابي، أزمة دائمة دائما تجعل الديمقراطية تطور العنصر الديمقراطي المساواتي، المشاركة السياسية، وتطور عنصر الحقوق المدنية والحريات باستمرار. هذا التوتر هو موتور، هو مولد لتطور مستمر للديمقراطية الليبرالية منذ أن نشأت. الآن هذه الديمقراطية الليبرالية في أزمتها الحالية الاغتراب عن السياسيين مثل ما قيل، والشعور أن الشعب لا يصانع بالقرار، أن هنالك غموض، هنالك نخب ما تصنع القرار وتنزله على الناس. الأوف شورينج ناتج عن العولمة، وهو تصدير الصناعات والثروات القومية نحو الخارج، والشعور بعدم الأمان على العمل، على كذا الشعور بعدم الأمان الاقتصادي. فكرة البنوك والأزمات المالية التي تجعل الإنسان يشعر أن هنالك قوة يعني لا يسيطر عليها على الإطلاق تتحكم به. المهاجرين والشعور بالخطر على الثقافة الذاتية وعلى المألوف، على كل ما هو مألوف، على كل ما يعيشه الإنسان العادي ويعتبره مألوفا. هذه كلها الآن تشكل الأساس الاجتماعي لنشوء السياسيين الديمقراطيين الذين يستغلون الأساليب الشعبوية في رفض أو في اعتبار المؤسسات، النخب، المهاجرين كذا هم المسؤولين عن إحياء فكرة الشعب التي يقوم بها هؤلاء. هي غالبا إحياء لشعب إثني، لفكرة إثنية، إثنيك، وليس لشعب مواطني، ليس لشعب من المواطنين. ولذلك الموجة التي تميز الشعبوية في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة في محاولة إثنيسايز، لأثننت مفهوم الشعب ضد الآخر، ضد المهاجرين، ضد الكذا، الشعور بالتهديد. الأمر اللي سبق أن قلت عنه ويتجسد بشكل ناضج جدا ومهيكل جدا بلغة روزنفلون في الشعبوية المعاصرة هو أن من يقوم بذلك رجال أعمال فاسدون، خذ من برلسكوني وحتى ترامب، رجال أعمال فاسدون. الشعب يفضلهم على السياسيين لأنهم صنعوا ثروتهم خارج السياسة. كل ما هو سياسي أفضل من السياسي، ولو كان اسمه ترامب
ولو كان عمليا نخبوي فاسد، ولو كان بعيد جدا عن الشعب، ولكن مقبول على الفكرة الشعبوية أكثر من السياسيين، لأنه الشعبوية تتضمن تحريض على السياسة، على السياسيين، على المؤسسات السياسية، ولذلك يسهل استخدامها من قبل نخب غير سياسية فاسدة أو من قبل سياسيين ديماغوجيين كما يحصل في حالة النمسا وفي حالة فرنسا. ذكروا الزملاء الأمثلة. ولذلك في أشكال مختلفة من الشعبوية، خلفيات اجتماعية مختلفة لها، ولكن حاولت أن أقول ما هو في رأيي المشترك بينهم. شكرا كثير دكتور. Notre deuxième axe, c'est sur les enjeux et conditions d'une perspective comparatiste. À côté du populisme de droite, nous avons affaire à une autre forme de populisme, comme celui des Gilets jaunes. Ces mouvements rejettent souvent le gouvernement des experts et la réduction de la politique à des questions d'ordre technique. Ils réclament une plus grande participation citoyenne dans les affaires publiques. Est-ce que cela peut être considéré comme un populisme de gauche? Bertrand Badi, comment les nouveaux mouvements contestataires qui agitent le monde arabe depuis 2011 se situent-ils par rapport aux logiques populistes? Tout le sens de notre réunion de ce matin. Moi, je crois qu'effectivement, ce concept est extrêmement intéressant appliqué au monde arabe, mais à condition d'abord de le sortir de sa gangue européenne, parce que souvent le discours sur le populisme est très marqué par l'histoire, sinon de l'Europe, du moins du monde occidental, et de le replacer dans le contexte qui est, je crois, déterminant aujourd'hui de la mondialisation. Et là, peut-être trois remarques pour lancer le débat. Première remarque, ce que j'appelais tout à l'heure une crise de confiance dans les institutions et que je ventilais en sentiment d'extranéité, d'exclusion et d'humiliation, est certainement plus fort dans le monde arabe qu'en Europe occidentale et je dirais peut-être que partout ailleurs dans le monde. Et ce n'est pas un hasard si l'acte 1 de ce nouveau populisme, je dirais, inscrit dans la mondialisation, se soit joué avec le printemps arabe. Et je crois qu'avec le recul, on s'apercevra que le printemps arabe a marqué non seulement une césure dans le monde arabe, mais dans l'histoire mondiale. Ce qui me frappe, c'est que le printemps arabe a énormément inspiré les mouvements de mobilisation sociale, les formes néo-populistes qui sont nées, y compris en Europe. Et les Européens, généralement, n'aiment pas qu'on leur dise ça, mais moi, ça me fait plaisir de leur dire. Les Européens ont suivi le monde arabe, ont imité le monde arabe. Il y a une sorte d'inversion par rapport au temps de l'État importé. Le printemps arabe s'est répercuté en Europe à travers le mouvement des Indignados, à travers Occupy Wall Street, et même, je dirais, dans la sémantique des mouvements comme les Gilets jaunes, on retrouve pas mal de concepts clés de la mobilisation telle qu'elle a été amorcée en 2011 dans le monde arabe. Alors, quels sont ces concepts clés? Moi, j'en vois au moins trois. Il y en a trois qui viennent structurer ce qu'on pourrait appeler ce néo-populisme mondialisé, mais qui sont partis du monde arabe. Le premier élément, c'est Karama. Karama est un concept clé dans le printemps arabe, c'est-à-dire l'appel à la dignité. Et ce concept de Karama qui a été porté par le suicide de Mohamed Bouazizi à Tunis en Tunisie en décembre 2010, on le retrouve tel quel dans le vocabulaire des Gilets jaunes, c'est-à-dire non pas revendiquer une augmentation de salaire, non pas revendiquer un amendement constitutionnel, mais revendiquer la reconnaissance, être reconnu, recouvrir et retrouver en quelque sorte sa dignité. Ça, c'est Karama, c'est le Karama arabe. Il a été ainsi projeté dans le monde entier. On le retrouve dans tous les grands mouvements sociaux qui se sont développés en Amérique latine en 2019, notamment au Chili, mais aussi en Équateur, en Bolivie, en Colombie et jusqu'en Haïti. C'est un concept clé. Le deuxième concept clé, c'est le concept de Nizam, c'est-à-dire
la dénonciation du système. Le mot système s'est mondialisé. Et il s'est mondialisé en partant de la contestation telle qu'elle a été amorcée en Tunisie et à Tahrir au Caire. C'est-à-dire ce n'est pas le gouvernement que nous mettons en cause, ce n'est pas même les institutions politiques en place que nous mettons en cause, c'est le système. Et le système, c'est tout, c'est englobant. Et cette dénonciation globalisante de l'ensemble du système, on va la retrouver et chez les Gilets jaunes et dans les grandes manifestations, les grands mouvements sociaux qui ont marqué l'Amérique latine. Et effectivement, cette idée de vouloir ainsi isqat al-nizam, enfin je prononce très mal, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire faire tomber le système. Et là, c'est très difficile. On sait ce que c'est qu'une institution, on sait ce que c'est qu'un gouvernement, on sait ce que c'est qu'un régime. Un système, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est une globalisation de la contestation et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, le troisième concept, alors, il ne se vocalise pas en arabe, mais il a été entendu des reprises innombrables et dans les rues d'Alger et dans les rues de Beyrouth notamment, c'est dégage, c'est-à-dire ce dégagisme qui est très anonyme. Hein. C'est-à-dire dégage, c'est pas seulement dégage Ben Ali, c'est pas seulement dégage Moubarak, et ce n'est pas maintenant seulement dégage Sisi, c'est dégage finalement tous ces prédateurs. Il y a l'association entre le dégagisme et la prédation qui est aussi quelque chose qu'on retrouvait en écho chez les Gilets jaunes. Alors, moi, je pense, et pour répondre de manière synthétique à votre question et pas prendre trop de temps, je pense que de par ces deux printemps, 2011 et 2019, deuxième printemps arabe, le monde arabe est en train de devenir le centre d'un certain monde. Je ne dis pas le centre du monde, ça ne veut rien dire. Il n'y a plus de centre dans le monde, il n'y a que des périphéries. Mais le centre, en tous les cas, d'une fièvre contestataire. Et cette fièvre contestataire, elle tente à s'uniformiser. C'est vrai, Azmi Bichala disait très justement, mais la colère sociale en France et la colère sociale en Tunisie, ça n'a rien à voir. Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que même si ça n'a rien à voir, elle mobilise les mêmes vocabulaires. C'est-à-dire dignité, humiliation, dégagisme et système. Et ça, c'est une grammaire qui est partie de Tunisie, qui s'est généralisée au monde arabe, qui dans un premier temps, en 2011, c'est assez intéressant, le premier printemps arabe, il est resté dans un premier temps enfermé dans le monde arabe. Et puis après, peu à peu, il s'est diffusé. Et celui de 2019, il n'est plus spécifiquement arabe. Et donc, c'est une forme, moi c'est ce que j'avais appelé l'acte 2 de la mondialisation, c'est-à-dire c'est la forme réactive à la mondialisation et une sorte de dénominateur commun qui se trouve, avec ce paradoxe qu'il faut noter pour terminer, que c'est un mouvement mondialisé qui parle à la mondialisation, mais comme en même temps il a un peu peur de la mondialisation, il s'identitarise. Il s'identitarise, c'est-à-dire on voit les drapeaux qu'on voit dans les cortèges, c'est plus des drapeaux rouges, ou c'est plus des drapeaux verts ou des drapeaux noirs. C'est des drapeaux français, des drapeaux tricolores, des drapeaux égyptiens, des drapeaux algériens, avec quelquefois, cher Azmi Bichala, des drapeaux palestiniens. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que je me rappelle une fois, j'étais près de chez moi, boulevard de Grenelle, à regarder un défilé de gilets jaunes avec plein de drapeaux tricolores et quelques drapeaux corses et bretons, puis tout d'un coup, je vois un drapeau palestinien. Ah, j'étais très étonné. Donc, je sors de l'endroit où j'étais, je vais voir la personne qui portait ce drapeau palestinien, et je lui dis, mais pourquoi vous portez ça? Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa personne s'est sentie agressée par ma question. Et m'a répondu de manière très violente et très agressive que, après tout, les Palestiniens ont aussi le droit de s'exprimer. Mais ce qui était intéressant, c'est que la personne n'était pas palestinienne. Alors, quand ensuite cette personne a compris qu'il n'y avait aucune hostilité dans ma démarche, mais de la curiosité, elle m'a dit, finalement, les Palestiniens eux aussi sont malheureux. C'est-à-dire, il y a une sorte, avec ce néopopulisme,
de fédération de l'humiliation, du malheur, de la souffrance sociale, dans un temps mobilisateur qui n'est plus revendicatif, mais qui est expressif. Nous passons d'un temps de la revendication au temps de l'expression, de la colère exprimée. Merci beaucoup, Bertrand Badi. Monsieur Rosanvallon, est-il possible pour les mouvements populistes d'engendrer des nouvelles idées qui feraient avancer la démocratie au lieu de la faire reculer? Le populisme et la démocratie ne seraient alors pas antinomiques? On peut dire que l'existence même de mouvements populistes et la contestation qu'ils représentent interrogent les démocraties. Et c'est pour cela, me semble-t-il, qu'on ne peut pas se contenter de critiquer les populismes en disant qu'il s'agit d'une forme démocratique illibérale. Car il y a dans un certain mode de critique du populisme une sorte de refus de l'interrogation, une sorte de satisfaction, comme si les démocraties existantes étaient des démocraties qui fonctionnaient bien et qu'elles étaient menacées par les populismes. Les populismes menacent, je le pense, vraiment les démocraties, mais elles menacent les démocraties qui sont des démocraties en crise, qui sont des démocraties malades. Donc je crois que la critique du populisme ne doit surtout pas aller de pair avec une sorte de repli satisfait et conservateur quant aux démocraties existantes. Bien sûr que c'est un signal d'alarme de ce point de vue-là, les succès du populisme. Et le signal d'alarme, il a en quelque sorte deux dimensions. Il a une première dimension sur le fonctionnement même des démocraties. Et que on peut dire que je maintiens que malgré toutes les différences, en tout cas dans les mouvements populistes, il y a des grands points communs. Et que les mouvements populistes ne sont pas identifiables avec tous les mouvements de protestation. Il me semble qu'il faut faire la différence entre des mouvements populaires et des mouvements populistes. Les mouvements populistes, c'est une catégorie des mouvements populaires. Et moi, je ne dirais absolument pas des mouvements arabes, du printemps arabe, qu'il s'agit de mouvements populistes, au sens où l'on peut dire en Europe qu'il y a toute né de l'extrême droite, tout un ensemble de mouvements identitaires, rejetant l'immigration, critiquant les élites de la façon la plus rapide qui soit. Ça n'est pas ça que l'on trouve dans les révolutions arabes. Les révolutions arabes, ce sont des révolutions populaires authentiques. Et c'est une différence qu'il faut faire avec les révoltes populistes d'un certain point de vue. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse des révoltes populaires ou qu'il s'agisse des mouvements populistes, il y a une même interrogation sur la démocratie. La nécessité de l'inventer ou la nécessité de la réformer. Eh bien, l'inventer ou la réformer, on peut dire que ce qui caractérise les populistes, c'est une volonté de simplifier la démocratie. Il y a un peuple, il y a une seule forme de représentation, il y a en quelque sorte une simplification du principe démocratique. Je crois au contraire qu'aujourd'hui, si l'on prend l'exemple de la représentation, on n'aura jamais une assemblée qui correspondra à ce que Mirabeau disait au début de la Révolution française. Il faut que l'assemblée soit une carte réduite du pays existant, parce qu'on pouvait avoir une assemblée qui représente la diversité d'un pays lorsque ce pays il était facilement descriptible sous les formes de territoire, sous les formes de classe sociale. Mais aujourd'hui, nous sommes davantage dans une société d'individus et on ne peut pas représenter tous ces individus spécialement. Or, aujourd'hui, c'est un trait des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas de représentation. Ils n'ont pas voulu avoir de délégués. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, nous sommes l'addition de problèmes personnels. Chacun disait, moi, je vis ceci, moi, j'ai telle difficulté. Donc, c'était une expression de singularité. Et comment représenter les singularités dans le monde politique? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a à la fois beaucoup de problèmes communs, mais il y a beaucoup une volonté d'exister de façon comme un individu singulier. Eh bien, c'est en développant, par exemple, ce que j'appelle une représentation narrative. C'est-à-dire que représenter, ce n'est pas simplement avoir un porte-parole,
Représenter, c'est voir les problèmes que l'on vit, être présent dans la sphère publique, compter pour quelque chose. Et donc, comment faire que des gens comptent pour quelque chose? Eh bien, on peut inventer des nouvelles techniques. On essaie de développer des techniques, voir à quel moment le tirage au sort peut servir à quelque chose, à quel moment il faut donner de la place à la littérature, à des expériences de jury citoyen, à d'autres formes d'expression que simplement celle des partis. Donc, ce qui nous est demandé aujourd'hui, la pression sociale, c'est d'inventer des formes de représentation où les personnes sentent que ce qu'ils vivent compte pour quelque chose et pas simplement qu'ils ont élu la bonne personne. Donc, vous voyez, ça, c'est une première interpellation des populismes qui nous amène à réfléchir sur des modalités de la représentation plus développées. Et puis on peut dire aussi que la démocratie, ça n'est pas simplement choisir un gouvernant. La démocratie, c'est aussi exercer un contrôle sur ses gouvernants. Vous savez, un des grands fondateurs de l'analyse du parlementarisme, qui était Bentham, disait « Il ne suffit pas de définir la démocratie comme la voix du peuple, il disait il faut aussi définir la démocratie comme l'œil du peuple. Et cet œil du peuple, autant la voix du peuple, elle essaie d'être organisée à travers le système politique, mais l'œil du peuple, cet œil du contrôle, cet œil de la surveillance, cet œil qui peut demander les enquêtes, c'est une dimension de la démocratie dont on voit aujourd'hui l'importance et qui n'est pas assez honorée dans les institutions classiques de la démocratie. Alors je dirais il faut réformer ces institutions de la représentation, ces institutions de l'expression, ces institutions de la participation dans les démocraties existantes. Et là où il n'y a pas encore de véritable démocratie, il faut inventer ces choses-là. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. On ne passera pas par l'étape de la démocratie classique des partis. Là où il n'y en a pas eu, c'est directement une autre forme de démocratie qu'il faudra inventer. Enfin, un deuxième aspect de la critique des populismes qui donne un signal d'alarme qu'il faut entendre, c'est que la société ne se définit pas seulement effectivement par les intérêts. La société se définit aussi par des éléments, et là je suis tout à fait d'accord avec Bertrand Badi, la société se définit aussi par des attentes de dignité, par des attentes de respect, par des attentes de reconnaissance, par des attentes où au fond c'est l'individu qui est reconnu dans sa singularité et pas simplement justement le peuple dans sa généralité. Quand on voit toutes ces attentes, quand on emploie les mots humiliation, dignité, respect, reconnaissance, tous ces mots, ils ont un sens propre pour chacun. Ce n'est pas simplement, je dirais, une définition sociologique générale. C'est que chacun se sente dans cette condition-là. Et le paradoxe, justement, c'est que le populisme ne promet pas du tout cela. Tous les mouvements populistes, tous les régimes populistes, ils valorisent au contraire l'anonymisation de l'individu renfermé dans la catégorie générale de peuple, et non pas justement une attente à ce que ce soit l'individu qui soit pris en compte. Il n'y a pas de dignité simplement générale, il y a dignité quand elle est appliquée à chaque individu. Il n'y a pas de reconnaissance générale, il y a reconnaissance quand chacun se sent reconnu. Il n'y a pas de respect général, il y a du respect quand chacun se sent respecté. Et là, je crois que ça, le populisme est un signal d'alarme, je dirais, de dysfonctionnement démocratique, des maladies démocratiques, mais également le signal des nouvelles attentes sociales qui se font jour et auxquelles il faut répondre. Merci beaucoup, M. Rosanvallon. دكتور عزمي بشارة، في كتابكم عن الشعبوية تحت عنوان في الإجابة عن السؤال ما الشعبوية، تقدرون بأن الشعبوية اليمينية خصوصاً في الديمقراطيات الغربية القديمة تترجم واقع وجود أزمة عميقة للديمقراطية. ما هو الحال في الدول العربية؟ لقد كتبتم مؤخراً بأن الشعبوية هي شر لا بد منه في الديمقراطيات، وبأن المستبدون يستخدمون الخطاب الشعبوي ضد الشعب في الديكتاتوريات. لم أقل أزمة عميقة، قلت أزمة دائمة. ولا أعتقد أن الديمقراطيات الآن في الديمقراطيات الليبرالية في الغرب تمر بأزمة عميقة، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن يوجد تجلي آخر للأزمة الدائمة للديمقراطية في الصراع بين
العنصر المساواتي، المشاركة السياسية، المساواة الأخلاقية بين الأفراد التي منها تستنبط حق المشاركة السياسية والمشاركة في حق تقرير المصير، وبين مبدأ الحريات واحترام حرية الآخرين. وهذا التوازن والتوتر بين هذين العنصرين الذي أدى إلى تطور الديمقراطية الليبرالية عبر القرن ونصف الماضيين. خذ مثلا بعد الحرب العالمية الثانية يا أخ سلام، بعد الحرب العالمية الثانية استفادت الديمقراطية، وأنا بعتقد بعد الحرب العالمية الثانية ترسخت الديمقراطية الليبرالية في الغرب، استفادت من تجربة الحركات الشعبوية الفاشية والنازية لتنشأ فكرة الديمقراطيات الاجتماعية، الويلفير ستيت، دولة الرفاه الاجتماعي، وتعزيز دور القضاء في الرقابة على السلطات التشريعية. هذا استنتاجات من هشاشة الديمقراطية بين الحرب العالمية الأولى والثانية. هنا الشعبوية كانت مفيدة بمعنى ما، مفيدة بشكل متناقض، يعني مفيدة بشكل جدلي، بشكل ديالكتيكي للديمقراطية الليبرالية، إذ استفادت الديمقراطية الليبرالية من التجربة الشعبوية لتصحح ذاتها، لتصبح أكثر، لإنشاء العقد الاجتماعي الكبير الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ودولة الرفاه الاجتماعي، والاستفادة في مسألة الحقوق الاجتماعية وزيادة وتعزيز دور القضاء وتعزيز الحريات. لكن منذ السبعينات مثلا نشأت صفقة جديدة، عصر بلير وعصر تاتشر ثم بلير، النيوليبرالية وانجرار اليسار الاشتراكي الديمقراطي إلى النيوليبرالية. نشأت أزمة جديدة نشأ عنها الحركات الشعبوية. لا يمكن فهم الحركات الشعبوية الجديدة في أوروبا بدون التخلي عن العقد الاجتماعي لدولة الرفاه بعد الحرب العالمية الثانية والانطلاق إلى النيوليبرالية. برأيي هذا هو الأساس. وهذه الحركات الشعبوية الآن ستضطر الأنظمة الديمقراطية الليبرالية إلى عقد اجتماعي جديد، إلى أن تطور ذاتها. عندي قناعة أن الديمقراطية الليبرالية في الغرب راسخة وقادرة على إحدى استراتيجيتين: تهميش بعض الشعبويات واحتواء شعبويات أخرى. هي قادرة أن تحتوي عناصر من الشعبوية وأن تهمش أخرى. خذ مثلا الآن ما سيواجهه بايدن في الولايات المتحدة بعد ترامب، ولا يستطيع أن يتجاهل أن غالبية البلو كولر، غالبية الوايت بلو كولر وركرز، غالبية الياقات الزرق من البيض صوتوا لترامب. ماذا سيفعل؟ هل سيستمر باستثنائهم ويعتمد فقط على أصوات الأقليات، أم سيضطر إلى تجديد سياسته الاجتماعية، ليس باتجاه تحريض البيض على غير البيض، وإنما باتجاه فهم الواقع الاجتماعي للعمال البيض؟ هذا ستكون فائدة للديمقراطية الليبرالية ناجمة عن أزمة الشعبوية التي مروا بها. أمر آخر: هل يستطيع اليسار أو الديمقراطيين أو الليبراليين في الغرب أن يستمروا بتجاهل مسألة الثقافة، إنه خوف الشعب على ثقافته، التهديد على نمط حياته؟ لا يستطيعون. يجب أن يجدوا حلول وسط، يعني يجب أن يجدوا سينثيسز أخرى، تركيبات أخرى لهذا التوازن بين المشاركة السياسية والديمقراطية. والأساس هو تعزيز عنصر المواطنة وليس الإثنية في الديمقراطية الليبرالية. هذا واحد. لكن يا أخ سلام، الشعبوية في حالة الديمقراطيات الجديدة، خذ مثلا تونس التي تقلقني كثيرا في هذه الأيام، حيث يوجد انتقال سريع من السلطوية إلى الديمقراطية الليبرالية من دون مرحلة انتقال طويلة 150 عام كما في الغرب. في الغرب حصل الانتقال الديمقراطي من الليبرالية إلى الديمقراطية انتقال تدريجي، كانت فيه الحقوق المدنية والحريات تقتصر على أقلية، وتوسعت المشاركة السياسية بالتدريج. في عالمنا نحن، في العالم العربي وفي أمريكا، في بعض دول آسيا، نطالب بانتقال مباشر من سلطوية إلى ديمقراطية ليبرالية شاملة. هذه ديمقراطيات هشة معرضة للشعبوية. هنا تكون الشعبوية خطراً على الديمقراطية. ولذلك أنا قلق من حالات يجري فيها تعبئة الجمهور والشعب ضد الأحزاب في تونس، ضد البرلمان، ضد الصحافة. هنا تصبح الشعبوية خطيرة، قد تهدد ديمقراطيات هشة لم تتجذر فيها بعد مفاهيم الحقوق المدنية، مثل ما قال الكرامة الفردية، الحقوق الفردية لم تتجذر بعد، لأنه يعني لم يتم عملية تعويد habituation
طويلة على الحقوق الفردية والليبرالية، ونشأ ساسة مستعدون لاستغلال الأزمة الاجتماعية الاقتصادية، البطالة، الكذا، التي لم تقدم لها الديمقراطية الليبرالية حتى الآن حلول، استغلالها للتحريض على النخب والأحزاب والبرلمانات والى اخره. وهنالك تعبيرات مقلقة قليلا تصل حتى منصب الرئاسة هنا. لذلك مسألة أن الديمقراطيات الليبرالية العريقة الراسخة تعاملها مع مسألة الشعبية مختلفة عن خطر الشعبوية في حالة الانتقال الديمقراطي. في حالة الانتقال الديمقراطي عندما يخرج الشعب كله فجأة للمشاركة السياسية قبل عملية التعويد التي أخذت فترات طويلة من الزمن في الغرب لكي تتم، ينشأ أو تكون الشعبوية خطر يجب أن نتصدى له وألا نتسامح معه. هنا نقطة أساسية عند القوى الثورية واليسارية تحديدا المشاركة أحيانا المنزلقة بسهولة إلى الشعبوية كما تعودنا. تعرف اليسار كان أكثر انزلاقا في الماضي نحو الشعبوية. يجب أن ندرك أنه هذه ديمقراطيات هشة، وأنه الكلام باسم الجماهير في سهولة ضد المؤسسات المنتخبة وضد القضاء وضد الإعلام يكون خطيرا في هذه الحالة. حتى ما يقترح من قبل اليسار خاصة في أوروبا الشرقية كمان هي تمر في حالة من هذا النوع، أيضا هي مرت مباشرة من السلطوية إلى الديمقراطية بدون مراحل ليبرالية طويلة. أيضا نجد في هنغاريا وغيرها خطر شعبوية. اليسار الذي لم يستطع الدفاع عن النمط السوفيتي في الاشتراكية وفي نفس الوقت تردد في تقبل الديمقراطية الليبرالية كما هي، وجد له شيء يتميز به عن اليمين وهو الديمقراطية الراديكالية، الديمقراطية المشاركة، الديمقراطية من أدنى. هذا جيد، هذا جيد كله. أو الديمقراطية القاعدية حسن، هذا جيد. لكي لا يكون ديمقراطيا ليبراليا يريد أن يكون ديمقراطيا راديكاليا، جيد. لكن هذا يصلح لتكميل الديمقراطية الليبرالية في الكوميونيتيز، في الجماعات الأهلية الصغيرة، في البلديات، في مبادرات من القاعدة لتحسين نمط الحياة، الإدارة الذاتية، لكنها ليست بديلا عن النظام الديمقراطي الليبرالي في مؤسساته في المركز. لا تشكل، هي تشكل مكمل لتقلل من اغتراب المواطن عن هذه المؤسسات، ولكنها ليست بديلا لهذه المؤسسات. لذلك أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة التأكيد على بناء هذه المؤسسات هو الأمر الرئيسي. ونعم، في مرحلة الثورة الشعبوية كلنا جزء منها، كلنا نعبئ الشعب على مبادئ، على قيم ضد الاستبداد، ولذلك لا أميل إلى تسمية ذلك شعبوية، أميل إلى تسمية ذلك ثورة شعبية. لكن الشعبوية تبدأ وتصبح خطيرة عندما تقوم أقلية بالحديث باسم الشعب ضد المؤسسات وضد الديمقراطية الجديدة الشابة الهشة المعرضة للخطر. شكرا كثير دكتور عزمي بشارة. Pour conclure, je vais revenir vers vous, cher Bertrand Badi, cher Pierre Rosanvallon et cher Azmi Bishara, pour peut-être vous avez des réactions à ce que vous venez d'entendre les uns des autres en 3-4 minutes chacun, s'il vous plaît. Et je commence avec Monsieur Badi. Alors, de façon normale, il est difficile d'avoir un consensus conceptuel sur le thème du populisme. Ça, on n'y est jamais parvenu et ça fait partie peut-être de ce qu'est le populisme, c'est-à-dire cette imprécision, cette élasticité du sujet. Mais il y a quand même 3 remarques que j'aimerais faire dans le contexte de ce débat. La première remarque, c'est que le populisme tourne toujours autour d'une revanche du social sur le politique. C'est-à-dire que dans le temps qui est celui des histoires nationales, mais aussi de l'histoire mondiale, le populisme correspond toujours à une séquence d'affaiblissement du politique et de réaction, de reconquête en quelque sorte du terrain, de l'espace par le social. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture entre le populisme de contestation
et le populisme d'exercice du pouvoir. Le populisme d'exercice du pouvoir a été beaucoup plus courant dans les pays du Sud que dans les pays européens. Bon, on a eu l'expérience Trump aux États-Unis, on a eu une petite expérience populiste en Italie du temps où M. Salvini était au gouvernement, mais le jeu démocratique et institutionnel en Europe occidentale fait que lorsque le populisme conquiert le pouvoir, d'un certain point de vue, il le perd, parce que les institutions sont encore suffisamment fortes pour résister et pour phagocyter les leaders populistes. Alors bon, il y a aussi le phénomène Orban, etc. Mais à chaque fois, on sent qu'il y a une digue. Le phénomène Johnson en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Aux États-Unis, Pierre Rosanvallon l'a rappelé tout à l'heure, les institutions américaines ont servi de barrage à l'exercice populiste du pouvoir par Trump. Mais dans les pays du Sud, où les institutions sont beaucoup plus vulnérables, incertaines, faibles, fragiles, on voit des leaders populistes gouverner au social plus qu'au politique. Ça veut dire quoi, gouverner au social? Ça veut dire gouverner à la mobilisation, ça veut dire gouverner à la communication, ça veut dire établir des relations directes avec le peuple. Asma Bichara a fait tout à l'heure référence à Kadhafi. Kadhafi, c'était exactement ça, c'est-à-dire cette tentative de reconstruire un pouvoir à partir d'une gestion des dynamiques sociales, beaucoup plus qu'à travers la production de nouvelles institutions. Et deuxième remarque, alors je voudrais réagir à ce que disait Pierre Rosanvallon tout à l'heure, quand il dit qu'il faut distinguer les mouvements populaires et les mouvements populistes. Évidemment, oui. Seulement, si, et c'est là l'élément discriminant, si ces mouvements populaires ne sont pas encadrés par une organisation politique, par un leadership structuré et organisé, par des programmes de gouvernement, alors on glisse beaucoup plus vers le populisme que vers l'expression révolutionnaire classique. Ce qui est intéressant dans le printemps arabe, c'est que ces mouvements étaient des mouvements spontanés, souvent animés par les réseaux sociaux, beaucoup plus que par des partis politiques. Il n'y avait pratiquement pas de parti politique, et pire que ça, il n'est pas sorti de parti politique nouveau de ces mobilisations. On aurait pu penser que Tahrir en Égypte, que la révolution en Tunisie allait produire un parti structurant cette étape nouvelle de l'histoire politique. Pas du tout. Et de même, non seulement ces mouvements n'ont pas produit de leadership, et c'est d'ailleurs pour ça que les Bonaparte sont revenus, n'est-ce pas, que Thermidor a si bien fonctionné en Égypte. Donc, pas de nouveaux leaders, pas de cadets. Ce sont des mouvements qui n'ont pas produit leurs cadets. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça montre bien l'épaisseur populiste de ces mouvements. Et troisième et dernière remarque, ça nous menace tous. Il ne faut pas porter de jugement sur le populisme. Je disais tout à l'heure que, hélas, le mot populiste est devenu une injure. Il faut justement, notre travail en sciences sociales, c'est de nous distancier de ça. Le populisme, il n'est ni bon ni mauvais. Il est ce qu'on en fera. Si on en fait du bien, il sera bon. Si on en fait du mal, il sera mauvais. Et surtout, parce que c'est ça qui a fait beaucoup de dégâts, ne jetons pas l'opprobre sur un mouvement social sous prétexte qu'il est populiste. On ne va pas reprocher aux Gilets jaunes de souffrir d'humiliation, de non-reconnaissance, d'exclusion. Il ne s'agit pas, et ça c'est un défaut de nos sociétés bien pensantes, toujours se précipiter pour donner une dimension éthique ou au contraire immorale à un acte politique. L'acte politique tel qu'il existe, il est le produit d'une société dans ses faiblesses, ses souffrances, ses difficultés, ses tensions. Là où intervient la responsabilité citoyenne, c'est pas d'étiqueter en mal le populisme, mais c'est de gérer ce qui, encore une fois, dans mon esprit, est une situation populiste pour en faire sortir du bien. Et il en sort toujours du bien. C'est-à-dire du printemps arabe, moi je n'aime pas ceux qui disent que les printemps arabes sont des hivers arabes. Le printemps arabe a provoqué énormément de souffrance, et on en sait quelque chose en Syrie, au Bahreïn ou au Yémen ou en Libye, n'est-ce pas? Mais il a aussi créé les conditions d'une conscience politique des populations
qui fait que un Syrien, un Égyptien, un Tunisien, un Yéménite, un Bahreïni aujourd'hui, il est tout différent de ce qu'il était avant 2011. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinairement positif. Monsieur Rosanvallon, à vous. Je dirais rapidement trois choses qui n'ont peut-être pas été complètement abordées aussi dans le débat. La première chose, c'est qu'il faut tout de même effectivement faire une distinction entre populisme de gauche et populisme de droite, même si je pense que quant à la vision de la démocratie et quant à la vision de la société, il y a des points très communs entre populisme de gauche et populisme de droite. Si on regarde en France le discours de Le Pen et le discours de Mélenchon, leur vision de la démocratie, leur vision de l'économie et leur vision de la société n'est pas très éloignée. Mais il y a des différences considérables. Et ces différences touchent notamment au rapport entre ce qui fait l'identité et ce qui fait la mobilisation. Je crois qu'il y a tout de même une caractéristique, en tout cas en Europe, en Amérique du Nord, des populismes de droite, c'est que ce sont des populismes xénophobes, ce sont des populismes racistes, ce sont des populismes qui veulent monter une partie de la population contre une autre. Et les positions sur l'immigration sont pour cela au cœur des populismes de droite. Alors que pour les populismes de gauche, il y a la volonté d'essayer de faire une greffe entre ces visions de la démocratie et de la société et les anciens idéaux qui sont des idéaux d'universalité et des idéaux de redistribution sociale. Mais je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent véritablement non plus. Mais enfin, il faut faire cette distinction qui me semble importante. La deuxième précision qu'il faut toujours apporter, c'est que la démocratie elle-même ne définit pas simplement un type de régime, mais la démocratie définit aussi une forme de société. Là, dans le débat, parce qu'on ne peut pas tout aborder dans un débat aussi court, nous avons les uns et les autres surtout mis l'accent sur les questions d'ordre de l'organisation politique, de la mise en forme de la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi la tentative de mettre en forme une société des égaux. Donc, il n'y a pas de réflexion sur le renouveau démocratique, s'il n'y a pas de renouveau en même temps de la réflexion sur la question de l'égalité. Et que l'égalité, faire plus d'égalité, ce n'est pas simplement diminuer la part des très riches par rapport aux pauvres, c'est aussi l'organisation d'un rapport social plus général d'égalité. Donc, en même temps que l'on parle démocratie, ne mettons jamais de côté l'autre volet de la démocratie, qui est la question de l'égalité. Et puis, j'ajouterai très rapidement une troisième dimension, c'est que je trouve que souvent, le discours populisme a une certaine dimension archaïque, en ce sens je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, mais il ne tient pas assez compte de ce que sont les attentes proprement individuelles. Nous sommes dans des sociétés d'individus, ça ne veut pas dire dans des sociétés où les gens se replient sur eux-mêmes. L'individualisme ne veut pas simplement dire l'égoïsme, l'individualisme veut dire la recherche que chacun ait une singularité. Donc il ne faut pas confondre l'individualisme de singularité, la valorisation des personnes, qui est quelque chose de très enrichissant, et un individualisme, je dirais, de séparation, un individualisme de repli. Ça, c'est un individualisme, je dirais, qui est contraire à l'idéal démocratique de la communauté politique. Mais il y a un bon usage de l'individualisme et peut-être que ça, c'est un des angles morts du discours populiste sur lequel il faut mettre l'accent parce qu'il y a une forte demande sociale, justement, pour que cette singularité soit reconnue et soit valorisée. Merci beaucoup, M. Rosanvallon. On termine avec M. Bishara. Docteur Bishara, لك الكلام. وهي أنه علينا أن ننتبه للتمييز بين تفهم خلفية نشوء الحركات الشعبوية وبين مسايرة الخطاب الشعبوي. يجب أن لا نساير الخطاب الشعبوي مع تفهم الخلفية الاجتماعية للحركات الشعبوية. هذه مهمة الديمقراطيين أعتقد. الأمر الثاني هو التمييز بين النقد الشعبوي لعدم المساواة الاجتماعية والاغتراب عن السياسيين وتحكم قوى خفية بالاقتصاد والسياسة
تمييز بين هذا كله واعتبار هذا كله نقد مشروع ممكن التعامل معه، وبين البدء بنقد المؤسسات بوصفها مؤسسات. يعني عندما ينتقل الخطاب الشعبوي من نقد السياسة إلى نقد المؤسسات الديمقراطية، هنا يجب أن نتوقف. طبعا هذا يختلف عن نقد الخطاب الشعبوي للنظام الاستبدادي والسلطوي. نحن عادة نجد أنفسنا سوية في تحالف مع الشعبويين ضد النظام السلطوي والاستبدادي. في حالة الديمقراطية حين يصل الخطاب الشعبوي إلى نقد المؤسسات إلى بوصفها مؤسسات ديمقراطية، هنا يجب أن يكون الحقيقة ناقوس إنذار أو جرس إنذار لأي ديمقراطي، يجب أن ينتبه أن هنا بدأ خطر حقيقي على الديمقراطية. Shukran jazilan. Merci beaucoup pour cette séance riche qui nous invite à développer encore plus la réflexion sur le concept, la définition et la comparaison entre le monde arabe et l'Europe. Je remercie chaleureusement Bertrand Badi, Pierre-Rosin Vallon et Azmi Bishara d'avoir partagé avec nous leurs réflexions ce matin.